Le matin de novembre se lève, froid et gris sur la campagne anglaise, et déjà l'air porte l'odeur métallique du sang mêlée à la fumée de bois. C'est la fête de la Saint-Martin, le 11e jour du 11e mois, et dans d'innombrables villages, des frontières écossaises aux côtes de Cornouailles, l'ancien rituel se déroule. Les porcs poussent leurs dernières protestations, tandis que des couteaux aiguisés trouvent leur gorge. Les bovins beuglent, puis se taisent. Le grand abattage d'automne a commencé. Pour les paysans médiévaux, ce moment représentait bien plus qu'un jour de fête sur le calendrier religieux. Il marquait l'aboutissement de mois de préparation minutieuse, la dernière course désespérée avant que l'emprise de fer de l'hiver ne se referme sur la terre. À une époque sans réfrigération, sans chaîne d'approvisionnement mondiale, sans épicerie à approvisionner toute l'année en produits de continents lointains, l'arrivée de l'hiver signifiait quelque chose de fondamentalement différent d'aujourd'hui. Ce n'était pas simplement un inconvénient, une saison de trajet froid et de factures de chauffage plus élevées. C'était une épreuve de survie. Considérez les mathématiques de l'existence médiévale. Une famille paysanne faisait face à 6 mois de temps froid où rien ne poussait, où la terre elle-même devenait hostile à la vie. Pendant ces longs mois, de novembre à avril, ils devaient se nourrir, nourrir leurs enfants et le bétail qu'ils gardaient sur l'hiver. Ils avaient besoin de combustible pour entretenir leur feu, de vêtements pour se protéger des températures glaciales et de suffisamment de ressources pour tenir jusqu'au retour du printemps et au redémarrage du cycle agricole. Une seule erreur de calcul, une mauvaise récolte, un hiver plus froid que prévu pouvait faire la différence entre la survie et la famine. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, génération après génération, les paysans médiévaux parvenaient à surmonter cette crise annuelle. Ils développèrent un système complexe de conservation, de stockage et de gestion des ressources qui permit à des communautés entières de subsister pendant les mois les plus sombres de l'année. Ce n'était pas l'œuvre d'érudits ou de nobles consignant leur sagesse dans des manuscrits enluminés. C'était un savoir pratique, transmis de parents à enfants, affiné au fil des siècles, testé chaque année dans le plus impitoyable des laboratoires imaginables. Comment faisaient-ils ? Comment les paysans médiévaux, travaillant avec les outils et les technologies les plus rudimentaires, parvenaient-ils à s'assurer suffisamment de provisions pour survivre hiver après hiver? La réponse révèle un monde bien plus sophistiqué, bien plus soigneusement organisé et bien plus précaire que nous pourrions l'imaginer. Pour comprendre la préparation à l'hiver au Moyen Âge, nous devons d'abord comprendre que toute l'année agricole était structurée autour d'un seul fait inexorable. L'hiver arrivait, et il durerait des mois. Le calendrier agricole médiéval ne commençait pas en janvier, comme nos calendriers modernes, mais en avril, lorsque la terre se réchauffait enfin assez pour que les labours et les semailles sérieuses puissent commencer. D'avril à juillet, les paysans travaillaient les champs, s'occupant de leur culture, désherbant et priant pour le beau temps. Mais c'est en août et en septembre que la véritable crise commençait. La récolte du blé, qui avait lieu à la fin de l'été, était l'événement le plus important du calendrier agricole médiéval. Tout dépendait de ces quelques semaines cruciales où le grain mûrissait. Si la récolte n'était pas terminée à temps, si le blé restait trop longtemps dans les champs, les pluies et le froid d'automne pouvaient le détruire complètement. Et si la récolte était détruite, le village était menacé de famine. Les récits contemporains décrivent l'intensité de la période des moissons. Hommes, femmes et enfants travaillaient tous ensemble, du lever du soleil jusqu'à ce que l'obscurité rende le travail impossible. Il n'y avait pas de temps pour le repos, pas de tolérance pour la paresse. Le grain devait être coupé, ramassé, lié en gerbes et transporté à l'abri avant que le temps ne change. Les manuscrits enluminés médiévaux représentant les travaux des mois montrent invariablement août et septembre remplis d'une activité frénétique. Des paysans courbés en deux avec des faucilles, d'autres liant le grain, des charrettes chargées à ras-bord de la précieuse récolte. Mais couper le grain n'était que le début. Une fois à l'abri, le blé devait être battu pour séparer le grain de la paille, puis vanné pour enlever l'écosse. Le grain qui nourrirait la famille pendant l'hiver devait être stocké dans des endroits secs, où les rats et l'humidité ne pouvaient l'atteindre. Chaque grain comptait. Une famille de 5 personnes pouvait avoir besoin de 8 boisseaux de grains simplement pour survivre à l'hiver, et ce, en supposant qu'elle disposait d'autres sources de nourriture pour compléter le pain. La récolte mettait également les paysans face aux dures réalités du système seigneurial qui régissait la vie agricole médiévale. Avant de pouvoir récolter leurs propres champs, les vilains, paysans liés au domaine du seigneur,
devait être une corvée à leur seigneur. Ils étaient tenus d'aider à rentrer d'abord la récolte du seigneur, passant des jours dans les champs du seigneur, pendant que leur propre culture attendait. Cette obligation pouvait faire la différence entre une récolte réussie et une récolte ratée, si le temps se gâtait pendant que les paysans travaillaient pour leur seigneur plutôt que pour eux-mêmes. Même après la fin de la récolte du grain, le travail d'automne se poursuivait. Les champs devaient être labourés en préparation des semailles de l'année suivante. Le système de l'open field, qui dominait l'agriculture médiévale, signifiait que les parcelles de terre des paysans étaient dispersées dans les champs du village, et le labour devait être coordonné de manière communautaire. Le système de l'assolement triennal, qui s'était généralisé au Haut Moyen Âge, signifiait qu'un champ restait en jachère chaque année, tandis que les deux autres étaient cultivés, l'un avec des céréales d'hiver, l'autre avec des cultures de printemps. Mais le champ en jachère devait tout de même être labouré pour empêcher les mauvaises herbes et maintenir la santé du sol. Septembre et octobre amenaient également la récolte d'autres cultures cruciales, haricots, pois, pommes et tous les légumes qui compléteraient le régime hivernal, riche en céréales. Les vergers devaient être cueillis. Les potagers donnaient leurs dernières carottes, oignons, navets et choux. Les familles ayant accès aux haies et aux lisières de forêt cueillaient des baies sauvages, des prunelles et des pommes sauvages, tout ce qui pouvait être séché ou conservé pour ajouter de la variété au repas d'hiver. Tout cela devait être accompli avant les premières fortes gelées, avant que le sol ne devienne trop froid pour être travaillé, avant que l'hiver ne rende le travail en extérieur impossible. L'urgence était réelle et implacable. Comme le disait un proverbe médiéval, « Qui ne travaille pas en été mendira en hiver ». Les paysans médiévaux étaient confrontés à un problème fondamental qui aurait été immédiatement familier à leurs ancêtres, remontant à l'âge de pierre. Comment empêcher la nourriture de pourrir? Sans électricité, sans conservateurs chimiques, sans aucune des technologies que nous tenons pour acquises aujourd'hui, ils devaient trouver des moyens de faire durer l'abondance de l'été pendant 6 mois de pénurie. La solution résidait dans un arsenal de techniques de conservation, chacune adaptée à différents types d'aliments, chacune avec ses propres exigences et limites. Le sel était le fondement de la conservation des aliments au Moyen Âge. Ce précieux minéral, extrait de gisements ou évaporé de l'eau de mer, avait la capacité presque miraculeuse d'empêcher les aliments de se gâter. Le mécanisme, bien que non compris par les gens du Moyen Âge, était simple. Le sel extrait l'humidité des aliments, créant un environnement où les bactéries responsables de la décomposition ne peuvent pas survivre. Il y avait 2 approches principales de la conservation par le sel. Dans le salage à sec, la viande était coupée en morceaux maniables, et chaque morceau était soigneusement enrobé de sel sec. La viande salée était ensuite disposée en couches dans des barils ou des tonneaux, avec plus de sel tassé entre et autour de chaque couche. Le sel extrayait l'humidité de la viande, qui finissait par former une saumure concentrée au fond du baril. La viande conservée de cette manière pouvait durer tout un hiver et au-delà. Le salage en saumure offrait une autre méthode. La viande ou le poisson était immergé dans une solution d'eau et de sel, ce qui le conservait efficacement. Cette technique fonctionnait particulièrement bien pour le poisson, en particulier les harengs, qui constituaient une part si importante du régime médiéval pendant les nombreux jours de jeûne imposés par l'Église. Au début du XIVe siècle, les pêcheries de harengs de la Baltique et de la mer du Nord traitaient des centaines de millions de poissons chaque année, les emballant dans des barils avec de la saumure pour les expédier à travers l'Europe, mais le sel était cher, surtout pour les paysans vivant loin de la côte ou des mines de sel. Une famille devait calculer soigneusement la quantité de viande et de poisson qu'elle pouvait se permettre de conserver avec sa réserve limitée de sel. Cette réalité économique était l'une des raisons pour lesquelles l'abattage du bétail en automne était si soigneusement géré. Mieux valait bien conserver une quantité limitée de viande que d'essayer de tout sauver et de tout voir se gâter. Le fumage offrait une autre méthode de conservation, qui pouvait être combinée avec le salage pour des résultats encore meilleurs. La viande ou le poisson était suspendu au-dessus d'un feu, absorbant la fumée en séchant. La fumée elle-même avait des propriétés conservatrices et la chaleur lente du feu éliminait l'humidité. Les opérations les plus sophistiquées utilisaient des fumoirs, des bâtiments dédiés où les aliments pouvaient être suspendus au-dessus de feux couvants pendant des jours, voire des semaines.
Le résultat était une viande ou un poisson sec, dur et intensément parfumé, mais qui pouvait se conserver des mois sans se gâter. Le séchage était peut-être la méthode de conservation la plus simple et la plus ancienne de toutes. Les fruits, les légumes, les herbes et même certaines viandes pouvaient être conservés simplement en éliminant leur humidité. Dans les climats chauds, cela pouvait être accompli en laissant les aliments au soleil. Dans les régions plus fraîches du nord de l'Europe, les aliments étaient séchés par exposition au vent ou en les suspendant près de la chaleur constante du foyer domestique. Les céréales comme le blé et le seigle devaient être soigneusement séchées avant d'être stockées, sinon elles moisiraient dans leur grenier. Les haricots et les pois séchaient naturellement en mûrissant et pouvaient être stockés indéfiniment. Les fruits présentaient des défis particuliers. Les pommes, le fruit le plus courant en Angleterre médiévale, pouvaient être séchées en tranches près du foyer, bien que le processus fût laborieux. Alternativement, elles pouvaient être cuites avec du miel ou, pour ceux qui pouvaient se le permettre, du sucre, puis scellées dans des bocaux pour faire des conserves. Le miel, étant un sucre très concentré, était un conservateur naturel, bien qu'il fût trop précieux pour que la plupart des paysans l'utilisent généreusement. La conservation dans le vinaigre offrait une autre option. Le vinaigre, produit par la fermentation de la bière ou du vin, créait un environnement acide hostile à la décomposition. Les légumes pouvaient être immergés dans le vinaigre et conservés pendant des mois. Dans certaines régions, en particulier dans les zones germaniques, le chou était fermenté avec du sel pour produire ce que nous reconnaîtrions comme de la choucroute, un processus qui non seulement conservait le chou, mais améliorait en fait sa valeur nutritionnelle. Mais peut-être que les aliments conservés les plus importants ne nécessitaient aucune technique spéciale. Les légumes racines, navets, panais, carottes, oignons, betteraves, se conservaient remarquablement bien simplement en étant stockés dans des conditions fraîches et sombres. Une cave à légumes bien entretenue, avec sa température constante oscillant juste au-dessus de zéro et son humidité élevée, fournissait un réfrigérateur naturel où les légumes racines pouvaient durer tout l'hiver. Ces humbles légumes formaient l'épine dorsale du régime hivernal paysan, ajoutés au potage, le ragoût de légumes omniprésent qui mijotait sur d'innombrables foyers. La variété des techniques de conservation disponibles pour les paysans médiévaux ne doit pas masquer une vérité fondamentale. Toutes ces méthodes avaient des limites. La viande salée, bien que comestible, était dure et intensément salée. Les aliments séchés perdaient une grande partie de leur saveur et de leur texture. Les légumes au vinaigre étaient acides et monotones. Le régime hivernal, quelle que soit la minutie avec laquelle une famille se préparait, serait moins varié, moins appétissant et moins nutritif que l'abondance fraîche de l'été. C'était simplement la réalité de la vie avant la réfrigération. Les anglo-saxons appelaient novembre Blot Monat, le mois du sang. Ce nom ne laissait aucune ambiguïté sur ce que ce mois signifiait pour le bétail médiéval. Alors qu'octobre cédait la place à novembre, les familles paysannes faisaient face à un calcul difficile. Le bétail avait besoin de nourriture pour survivre à l'hiver, et comme l'herbe ne poussait plus et que les réserves de céréales étaient si nécessaires à la consommation humaine, il n'y avait tout simplement pas assez de fourrage pour garder tous les animaux en vie. La solution, pratiquée dans toute l'Europe, était un abattage systématique en automne. Le moment n'était pas un hasard. En novembre, les animaux s'étaient engraissés de l'abondance de l'automne. Les porcs en particulier s'étaient non gavés de glands et de faines tombés dans les forêts. Le bétail avait mangé à sa faim la dernière herbe. Ils étaient aussi lourds et en bonne santé qu'ils le seraient de toute l'année. Mais maintenant, avec l'approche de l'hiver, ils commenceraient à perdre leurs conditions. Les garder en vie consommerait de précieuses ressources, alors que les animaux eux-mêmes ne fourniraient rien en retour. Mieux valait les abattre maintenant, conserver la viande et s'assurer que la famille ait des protéines pendant l'hiver. La Saint-Martin, la fête de Saint-Martin le 11 novembre, devint la date traditionnelle de ce grand abattage, bien que le travail pût se poursuivre tout au long du mois, en fonction du temps et de la taille des troupeaux. Les récits contemporains décrivent la scène. Des porcs qui crient alors qu'on les pique avec des couteaux, des bovins qui beuglent alors qu'on les abat à la hache ou au maillet. Le sang coulait à flots. Le travail était brutal, mais il était nécessaire. Différents animaux servaient différents objectifs dans cette sélection d'automne. Les porcs étaient particulièrement appréciés car ils transformaient la paisson forestière, glands et faines que les humains ne pouvaient pas manger, en viande.
Le droit de pannage, la pratique de laisser les porcs en liberté dans la forêt pour s'engraisser de noix tombées, était l'un des droits communaux les plus importants que possédaient les paysans. Les documents médiévaux enregistraient soigneusement la valeur des bois en fonction du nombre de porcs qu'ils pouvaient supporter. Un bois pour 20 porcs et un bosquet pour 50 pourceaux. Un porc bien engraissé pouvait fournir une quantité substantielle de viande, et le porc se salait particulièrement bien. Les bovins présentaient un plus grand dilemme. Les bœufs étaient précieux comme animaux de trait pour le labour, et les vaches fournissaient des produits laitiers. Une famille voudrait garder autant de bovins que possible pendant l'hiver, mais les animaux vieux ou faibles, les bovins qui n'étaient que plus productifs, ceux-là étaient abattus en novembre. La viande serait salée ou fumée, les peaux seraient tannées pour le cuir, et même les os et les organes trouvaient des usages. Rien n'était gaspillé. Les moutons et les chèvres subissaient une évaluation similaire. Les reproducteurs seraient gardés, tout comme les moutons appréciés pour leur laine. Mais les animaux excédentaires, en particulier les mâles non nécessaires à la reproduction, étaient abattus pour leur viande. La viande de mouton et de chèvre, lorsqu'elle était correctement conservée, pouvait durer tout l'hiver. Même la volaille faisait face à la sélection d'automne. Les oies étaient particulièrement associées à la Saint-Martin, et une oie rôtie devint le festin traditionnel de la fête. Les poulets qui ne survivraient pas à l'hiver ou ne pondraient pas d'œufs étaient également abattus. Le travail de boucherie de ces animaux était considérable. La viande devait être coupée en morceaux adaptés à la conservation. La graisse devait être fondue et filtrée, car la graisse fondue pouvait être stockée et utilisée pour la cuisine tout l'hiver. Les organes internes qui ne se conservaient pas devaient être consommés immédiatement, ce qui donnait lieu au festin qui accompagnait la Saint-Martin. Pendant un bref instant, avant que les privations de l'hiver ne commencent sérieusement, les familles paysannes mangèrent de la viande fraîche en des quantités qu'elles ne reverraient pas avant des mois. Mais tout le bétail n'était pas abattu. Certains animaux devaient être maintenus en vie pendant l'hiver, quel qu'en soit le coût. Les reproducteurs étaient essentiels. Si tous les animaux étaient tués, il n'y aurait plus de bétail du tout au printemps. Les animaux de trait, en particulier les bœufs, étaient cruciaux pour le labour et ne pouvaient être remplacés. Les vaches laitières, même lorsqu'elles donnaient peu de lait en hiver, redeviendraient productives au printemps à la naissance des veaux. Les poulets qui pondraient des œufs au printemps étaient trop précieux pour être mangés. Ces animaux qui survivaient à la sélection d'automne faisaient face à leur propre épreuve hivernale. Ils étaient amenés dans n'importe quel abri disponible, des granges pour les précieux animaux de trait, parfois même la propre maison du paysan pour le bétail le plus précieux. Ils étaient nourris avec le fourrage qui avait été mis de côté, foin, paille, balles de grains, tout ce qui pouvait les maintenir en vie jusqu'au printemps. Mais leur ration d'hiver serait maigre, et ils perdrissent leurs conditions, devenant des ombres décharnées de ce qu'ils étaient en automne. Le printemps verrait de nombreux animaux trop faibles pour travailler, et certains mourraient malgré tous les efforts pour les sauver. La viande conservée de l'abattage de novembre représentait une composante cruciale de l'approvisionnement alimentaire hivernal, mais elle n'était jamais abondante. Une famille paysanne pouvait avoir assez de porc salé et de bœuf pour parfumer son potage, pour fournir des repas substantiels occasionnels. Mais la viande ne serait pas consommée tous les jours, ni même toutes les semaines. Elle était trop précieuse, trop durement gagnée pour être consommée négligemment. Chaque tranche de porc salé, chaque morceau de lard fumé devait être soigneusement rationné pour durer jusqu'au printemps. Au-delà des champs cultivés et du bétail de la ferme, se trouvait une autre ressource cruciale, la forêt. Pour les paysans médiévaux, les bois n'étaient pas simplement une nature sauvage et pittoresque. C'étaient des paysages de travail, des biens communaux soigneusement gérés, qui fournissaient des ressources essentielles à la survie en hiver. La relation entre les paysans et les forêts était régie par un système complexe de droits et de restrictions qui avait évolué au fil des siècles. En Angleterre, ces droits furent partiellement codifiés dans la Charte de la forêt de 1217, un complément à la plus célèbre Magna Carta. La charte garantissait aux roturiers certains usages de la forêt qui étaient essentiels à leur survie. L'un des droits les plus importants était le pannage, le droit de laisser les porcs en liberté dans la forêt en automne pour se nourrir de glands et de faine. Ce n'était pas un privilège mineur. La paisson produite par les chênes et les hêtres représentait une source de nourriture massive qui ne pouvait être directement consommée par les humains, mais pouvait être efficacement convertie en viande par les porcs,
Un porc qui avait passé l'automne à se nourrir dans la forêt pouvait doubler son poids, transformant des noix qui autrement tomberaient et pourriraient en précieuses protéines pour l'hiver. Les documents médiévaux révélaient à quel point le panage était pris au sérieux. Les bois étaient arpentés et évalués spécifiquement en fonction du nombre de porcs qu'ils pouvaient supporter. Un bois pour 10 pourceaux était une description économique précise. Le calendrier de la saison de panage variait selon la région et l'année, en fonction de la chute des glands, mais il s'étendait généralement de septembre à novembre. Les villages employaient des porchers, souvent de jeunes garçons ou de vieux hommes, dont le travail consistait à conduire les porcs dans la forêt chaque matin et à les ramener chaque soir. La valeur économique du panage est difficile à surestimer. Pour de nombreuses familles paysannes, le porc produit par le panage d'automne représentait leur principale source de viande conservée pour l'hiver. C'était de la nourriture qui nécessitait un investissement minimal. Les porcs se nourrissaient en grande partie eux-mêmes et qui offraient d'excellents rendements. Un porc bien engraissé pouvait fournir des quantités importantes de viande, de graisse pour la cuisson et la conservation, et même la peau avait de la valeur. L'affouage, le droit de ramasser du bois de chauffage, était peut-être encore plus fondamental pour la survie en hiver que le panage. La quantité de bois de chauffage nécessaire pour faire fonctionner un foyer médiéval pendant l'hiver était stupéfiante, nécessitant une collecte et un stockage tout au long de l'année par les familles paysannes. Même une modeste chaumière paysanne avait besoin de vastes quantités de combustible. Le feu fournissait de la chaleur pour se chauffer et pour cuisiner, et c'était la seule source de lumière pendant les longues soirées d'hiver. Sans bois de chauffage adéquat, une famille pouvait littéralement mourir de froid, et de nombreux paysans consacraient énormément de temps à la collecte de combustible. Le bois devait être ramassé toute l'année et stocké, car couper du bois en hiver, lorsque le sol était gelé et que la neige recouvrait le sol de la forêt, était bien plus difficile que de le ramasser en été et en automne. Le type de bois de chauffage importait également. Les bois durs comme le chêne et le hêtre brûlaient plus chaudement et plus longtemps que les bois tendres, ce qui les rendait plus précieux. Le bois mort, arbre sur pied ou tombé qui avait déjà séché, était préféré au bois vert, qui contenait trop d'humidité et fumait terriblement en brûlant. Les paysans développèrent une connaissance experte des types de bois, de leurs caractéristiques de combustion et des techniques de gestion forestière. En effet, les bois médiévaux étaient soigneusement gérés pour assurer une production durable de bois de chauffage. La taille en cépé, une technique où les arbres étaient découpés près du sol, puis laissés à se régénérer à partir de la souche, créait des approvisionnements réguliers de bois de petit diamètre idéal pour le combustible. Les arbres taillés en cépé pouvaient être récoltés en rotation, fournissant du bois année après année sans épuiser la ressource. Au-delà du panage et de l'affouage, les forêts fournissaient d'autres ressources cruciales. Les noix que les porcs ne mangeaient pas pouvaient être ramassées par les humains. Les noix, les châtaignes et les noisettes poussaient toutes dans les bois européens et pouvaient être stockées pendant l'hiver. Ces noix fournissaient des calories précieuses et, dans le cas des châtaignes, pouvaient y même être moulues en farine lorsque le grain manquait. La cueillette de baies sauvages, de fruits et de plantes comestibles avait lieu tout au long de la fin de l'été et de l'automne. Mûres, prunelles, pommes sauvages, fraises des bois, champignons et de nombreuses verdures comestibles pouvaient être trouvées par ceux qui savaient où chercher. Bien que ces aliments pussent rarement être conservés longtemps, ils apportaient une variété alimentaire précieuse pendant la saison des récoltes et pouvaient compléter les aliments stockés pendant les mois de disette de la fin de l'hiver, lorsque les réserves s'épuisaient. Il est important de noter ce que les paysans ne pouvaient pas prendre dans la forêt. La chasse était strictement interdite. Le gibier, cerf, sanglier, lapin appartenaient aux seigneurs ou aux rois, et le braconnage était sévèrement puni. Les peines pour avoir tué un cerf du roi pouvaient inclure l'aveuglement ou la mutilation. Le poisson dans les rivières et les ruisseaux était également soumis à des restrictions, bien que l'application des droits de pêche variât considérablement selon la région. Ces restrictions signifiaient que les paysans ne pouvaient pas compter sur la viande sauvage pour compléter leur régime hivernal, quelle que soit la quantité de gibier qui parcourait les forêts. La forêt était donc une ressource commune gérée, soigneusement réglementée, mais cruciale pour la survie. L'accès au bois pouvait faire la différence entre une famille qui survivait à l'hiver, dans un confort relatif, et une qui gelait dans sa chaumière.
lorsque cet accès était restreint, lorsque les forêts étaient encloses par des seigneurs revendiquant des droits exclusifs, ou lorsque les forêts royales étendaient leurs limites, les communautés paysannes en souffraient en conséquence. La forêt n'était pas une nature sauvage pour les paysans médiévaux. C'était une partie vitale de leur système économique, aussi importante que les champs qu'ils labouraient. Après avoir récolté, abattu, conservé et rassemblé leurs provisions pour l'hiver, les paysans médiévaux faisaient face à un autre défi crucial. Où et comment stocker ces précieuses ressources pour qu'elles restent comestibles pendant des mois de froid et d'humidité? Le stockage peut sembler un problème simple, mais il nécessitait des connaissances considérables et une gestion attentive. Différents aliments exigèrent des conditions différentes. Le grain devait être maintenu absolument au sec, sinon il moisirait. Les légumes racines nécessitèrent des températures fraîches et une humidité élevée. Les viandes salées devaient être protégées de l'humidité et de la vermine. Les produits laitiers avaient besoin des conditions les plus froides disponibles. Une famille devait organiser ses zones de stockage pour répondre à ces exigences variées, et elle devait surveiller constamment ses réserves pour déceler tout signe de détérioration ou d'infestation par des nuisibles. Pour le stockage du grain, la sécheresse était primordiale. Un foyer paysan stockait le grain dans des sacs ou des coffres en bois, conservés dans la zone la plus sèche de la maison, souvent surélevés sur des plateformes en bois pour empêcher l'humidité du sol de s'infiltrer dans le grain. Des barils étaient parfois utilisés pour le stockage du grain, en particulier pour le grain du seigneur, stocké dans les greniers seigneuriaux. Le grain devait être vérifié régulièrement, retourné pour éviter la moisissure, et protégé des rats et des souris qui pouvaient dévaster les réserves d'hiver. Les quantités en jeu étaient substantielles. Les sources médiévales suggèrent qu'une famille avait besoin de 72 à 86 boisseaux de grains pour toute l'année, ce qui signifie que l'hiver seul pouvait nécessiter de 35 à 40 boisseaux, des centaines de kilos de blé, de seigle, d'orge ou d'avoine. Ce grain était progressivement moulu en farine selon les besoins à l'aide de meules à bras, des moulins en pierre qui transformaient le grain en farine après des heures de travail de broyage. De nombreux seigneurs exigèrent que leurs paysans utilisent le moulin du seigneur, en payant une redevance pour ce privilège. Mais même alors, le grain devait être stocké en toute sécurité jusqu'à ce qu'il puisse être moulu. Les légumes racines nécessitèrent des conditions de stockage très différentes. Ces cultures, navets, panais, carottes, oignons, betteraves, contenaient une forte teneur en humidité et se ratatineraient et se gâteraient si elles étaient censées conservées dans les conditions sèches adaptées au grain. Au lieu de cela, elles avaient besoin d'un stockage frais et humide. La solution était la cave à légumes. Les caves à légumes exploitèrent la température constante de la terre sous la ligne de gel. Creusées dans le sol, souvent à flanc de collines si disponibles, ces chambres souterraines maintenaient des conditions remarquablement stables toute l'année. Les températures oscillaient autour de 10 à 13 degrés Celsius et l'humidité restait élevée. Dans ces conditions, les légumes racines pouvaient se conserver des mois. Ils étaient enterrés dans du sable ou stockés en couches séparées par de la paille, ce qui les empêchait de se toucher et de propager la pourriture. Tous les foyers paysans n'avaient pas accès à une véritable cave à légumes, qui nécessitait un travail considérable pour être creusée et entretenue. Des alternatives plus simples comprenaient des fosses creusées dans le sol et recouvertes de paille et de terre, ou des légumes simplement enterrés dans des monticules à l'extérieur de la maison. Ces méthodes étaient moins fiables. Un hiver particulièrement froid pouvait geler les légumes, un hiver humide pouvait les faire pourrir, mais c'était mieux que rien. Les produits laitiers présentaient leurs propres défis de stockage. Le lait, qui se gâtait rapidement même par temps froid, était rarement conservé frais. Au lieu de cela, il était immédiatement transformé en fromage, beurre ou caillé et petit lait. Le fromage, une fois suffisamment affiné, se conservait remarquablement bien dans des conditions fraîches. Les fromages à pâte dure pouvaient durer des mois, fournissant des protéines cruciales tout au long de l'hiver. Ils étaient stockés dans la partie la plus fraîche de la maison, ou, pour ceux qui avaient la chance d'en avoir une, dans une laiterie dédiée. Le beurre nécessitait un stockage frais et une protection contre la lumière et l'air. Il était tassé fermement dans des récipients, parfois recouverts d'une couche d'eau salée pour exclure l'air, et conservé dans l'endroit le plus froid disponible. Certains foyers chanceux avaient accès à une glacière naturelle, un petit bâtiment construit sur une source ou un cours d'eau frais. L'eau froide qui coulait constamment
créaient un environnement assez froid pour empêcher le beurre et les produits laitiers de se gâter pendant de longues périodes. Les viandes salées et fumées étaient suspendues au chevron de la maison ou stockées dans des barils. La fumée du foyer omniprésent assurait une conservation supplémentaire pour les viandes suspendues. Ces viandes conservées devaient être protégées des mouches en automne et des souris et des rats tout au long de l'année. Les ménages menaient une bataille constante contre la vermine, qui pouvait détruire des mois de nourriture soigneusement conservée en quelques jours. Le foin et la paille pour nourrir le bétail pendant l'hiver nécessitaient leur propre stockage. Les granges, quand elles existaient, servaient à cet effet. Le foin devait être maintenu au sec, sinon il pourrirait et deviendrait sans valeur comme fourrage. Il était stocké en grandes meules de foin ou dans les greniers des granges, compressé fermement pour gagner de la place. La quantité de foin nécessaire était substantielle. Une seule vache pouvait en nécessiter 1 tonne ou plus pour survivre à l'hiver. Les maisons paysannes elles-mêmes servaient souvent d'installations de stockage polyvalentes. La chaumière paysanne typique se composait d'1 ou 2 pièces, avec un foyer central pour la chaleur et la cuisine. Autour des murs, chaque espace disponible était utilisé pour le stockage. Sacs de grains, barils de viande salée, bouquets d'herbes séchées, poissons fumés suspendus, outils et équipements stockés, tout cela devait tenir dans l'espace exigu où la famille vivait, dormait et travaillait également. La gestion de ces réserves pendant l'hiver nécessitait une attention constante. Le grain devait être vérifié pour l'humidité et les nuisibles. Les légumes racines devaient être inspectés et ceux qui montraient des signes de pourriture retirés avant qu'ils ne contaminent les autres. Les viandes conservées devaient être examinées pour déceler toute détérioration. Chaque semaine, la famille devait décider quoi consommer, rationnant soigneusement ses provisions pour durer jusqu'au printemps. Manquer de nourriture trop tôt, et la famine menaçait. Être trop conservateur, et la nourriture pouvait se gâter avant d'être consommée. L'organisation des réserves d'hiver était donc un défi à la fois physique et psychologique. Ces provisions représentaient la sécurité, la survie, le tampon entre la famille et la mort. Les gérer exigeait de la discipline, de la planification et de la chance. Bien que les viandes conservées, les légumes racines et les produits de la forêt aient tous contribué au régime hivernal du paysan médiéval. 3 catégories d'aliments constituaient le fondement absolu de la subsistance quotidienne: le pain, la bière et les produits laitiers. Le pain n'était pas simplement important pour les paysans médiévaux. Il était la pierre angulaire de l'existence. Les estimations contemporaines suggèrent que le pain et les autres produits céréaliers pouvaient constituer jusqu'à 70% ou plus du régime paysan. Le mot anglais lord lui-même dérive de hlaford, le vieil anglais pour gardien du pain. Une lady était la slaefdij, ou pétrisseuse de pain. Même la langue révélait à quel point le pain était central à la vie elle-même. Mais le pain paysan ressemblait peu au pain blanc raffiné que nous connaissons aujourd'hui. Le blé, qui produisait le pain blanc le plus fin, était généralement réservé aux tables des riches. Les paysans mangèrent du pain fait de céréales plus grossières, seigle, orge, avoine, ou des mélanges de différentes céréales, appelées méteilles. Ce pain était dense, sombre et grossier, avec une texture lourde et une saveur prononcée. Le processus de fabrication du pain était laborieux. Le grain devait être moulu en farine, traditionnellement à l'aide d'une meule à bras, un simple moulin en pierre actionné par des mouvements de broyage circulaires. C'était un travail éreintant qui pouvait prendre des heures pour produire assez de farine pour le pain quotidien d'une famille. De nombreux seigneurs exigeaient que leurs paysans utilisent le moulin du seigneur en payant une redevance. Mais même alors, quelqu'un devait transporter le grain au moulin et la farine à la maison. Une fois moulue, la farine était mélangée à de l'eau pour former une pâte. Le levain, lorsqu'il était utilisé, provenait de la levure de bière, l'écume riche en levure qui montait à la surface de la bière en fermentation. Cela créait une relation symbiotique entre la fabrication du pain et le brassage, chaque processus soutenant l'autre. La pâte était laissée à lever, puis façonnée en pain. La cuisson présentait ses propres défis. Peu de foyers paysans avaient des fours. Au lieu de cela, le pain était souvent cuit en utilisant la méthode de cuisson à même l'âtre. Une pierre plate au centre de la maison servait de foyer où brûlait le feu domestique. Pour cuire le pain, un pot renversé était placé sur la pâte sur cette pierre, et des braises chaudes étaient amoncelées autour et sur le pot, créant essentiellement un four de fortune.
Le résultat était rudimentaire, mais efficace. Un pain qui pouvait être cuit de manière inégale, peut-être brûlé par endroits, mais comestible et nourrissant. Dans les villages dotés de fours communaux, la fabrication du pain devenait une activité sociale. Les femmes préparaient leur pâte à la maison, puis l'apportaient au four du village pour la faire cuire, en payant une petite redevance. Le boulanger du village, ou parfois le manoir, exploitait ces fours, et des jours et des heures spécifiques étaient désignés pour la cuisson. La bière, ale, occupait une place dans la vie médiévale qui peut sembler étrange aux yeux modernes. Ce n'était pas simplement une boisson alcoolisée. C'était un aliment de base consommé par presque tout le monde, y compris les enfants, plusieurs fois par jour. La raison était pratique. La bière était plus sûre à boire que l'eau. Le processus de brassage impliquait une ébullition qui tuait les micro-organismes dangereux et l'alcool lui-même fournissait des propriétés antiseptiques supplémentaires. La bière médiévale ressemblait peu à la bière moderne. Elle était brassée sans houblon, qui ne fut largement utilisé en Angleterre qu'à partir du XVe siècle. À la place, un mélange appelé gruy, contenant des herbes telles que l'achillée millefeuille, l'armoise ou la bruyère, fournissait l'arôme et la conservation. La bière était relativement faible en alcool, douce et trouble, et ne se conservait pas longtemps. Un brassin pouvait rester buvable pendant seulement une semaine ou deux. Le brassage de la bière était généralement le travail des femmes, une autre tâche dans leur cycle sans fin de devoirs domestiques. Le processus commençait par le maltage, laisser l'orge germer partiellement, puis le sécher. L'orge maltée était moulue, mélangée à de l'eau chaude et laissée à infuser, créant un liquide sucré appelé mou. Ce mou était ensuite fermenté avec de la levure. La levure qui montait à la surface pendant la fermentation pouvait être récoltée pour la fabrication du pain, bouclant la boucle entre les deux processus. La plupart des foyers paysans brassaient leur propre bière, car c'était moins cher que de l'acheter. Les ingrédients, orge et herbes, pouvaient être cultivés à la maison ou cueillis à l'état sauvage. Et un foyer pouvait brasser un lot toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, assurant un approvisionnement constant de cette boisson essentielle. Les produits laitiers fournissaient des protéines et des graisses cruciales dans le régime hivernal. La plupart des familles paysannes qui pouvaient se le permettre gardaient au moins une vache, et le travail laitier constituait une autre composante majeure du travail domestique, incombant principalement aux femmes. Le lait lui-même était rarement consommé frais, sauf par les enfants et les malades. Il se gâtait trop vite, même par temps froid. Au lieu de cela, le lait était immédiatement transformé en produit de plus longue conservation. La méthode la plus simple consistait à laisser le lait aigrir naturellement, se séparant en caillé et petit lait. Le caillé pouvait être mangé frais ou transformé en fromage. Le petit lait, bien que liquide et peu appétissant, contenait encore des nutriments et était consommé ou donné au porc. La fabrication du fromage était un art en soi. Le processus de base consistait à ajouter de la présure, une enzyme extraite de la muqueuse de l'estomac de jeunes animaux, au lait chaud, le faisant coaguler. Le caillé obtenu était ensuite pressé pour enlever l'excès d'humidité et façonné en meules ou en blocs. Les fromages frais à pâte molle pouvaient être consommés assez rapidement. Les fromages à pâte dure étaient laissés à affiner, développant des saveurs plus fortes et des textures plus dures, mais se conservant beaucoup plus longtemps. Un fromage à pâte dure bien fait pouvait rester comestible pendant des mois. Le fromage était bien plus qu'un luxe pour les paysans médiévaux. C'était souvent leur principale source de protéines animales, surtout en hiver lorsque la viande fraîche était rare. Le fromage à pâte dure au lait écrémé, fabriqué à partir de lait après que la précieuse crème ait été retirée pour la fabrication du beurre, était un aliment courant pour les travailleurs des champs. Il était dur, nécessitant des dents et des mâchoires solides pour être mangé, mais il était nourrissant et se conservait bien. La fabrication du beurre offrait un autre moyen de préserver les nutriments du lait. La crème était collectée sur plusieurs jours. Le lait était laissé à reposer, permettant à la crème de monter à la surface, puis baratté. Le processus de barattage, une autre tâche nécessitant un travail important, agitait la crème jusqu'à ce que les globules de graisse s'agglomèrent, formant du beurre. Le liquide restant, le bas-beurre, était consommé comme boisson ou utilisé en cuisine. Le beurre frais était délicieux, mais se gâtait rapidement. Pour un stockage à plus long terme, le beurre était salé, tassé fermement dans des récipients pour exclure l'air, et conservé aussi froid que possible. Certains foyers conservaient le beurre en l'immergeant dans des barils d'eau ou de saumure, ce qui excluait l'air et aidait à la conservation.
Même avec ces méthodes, le beurre fabriqué en été pouvait ne pas rester entièrement comestible jusqu'au printemps, mais il était toujours précieux pour la cuisine, même si sa saveur s'était dégradée. L'interconnexion entre la production de pain, de bière et de produits laitiers révèle la sophistication de l'économie domestique médiévale. Chaque processus soutenait les autres. La levure de bière faisait lever le pain, le petit lait nourrissait les porcs qui seraient abattus pour la viande. Le fromage fournissait les protéines qui soutenirent les travailleurs qui cultivaient le grain pour le pain. Rien n'était gaspillé, chaque sous-produit trouvait une utilité. Cette efficacité n'était pas un choix, mais une nécessité. Dans une économie fonctionnant au bord de la subsistance, le gaspillage était impensable. La nourriture et le combustible n'étaient pas les seules exigences pour survivre à l'hiver médiéval. Des vêtements adéquats faisaient la différence entre un simple inconfort dû au froid et une exposition dangereuse. Et à une époque sans production de masse, sans industrie textile mondiale, chaque fil de ces vêtements devait être produit par des heures de travail domestique intensif. La laine était le salut du paysan médiéval. Cette fibre remarquable, produite par les moutons qui parsemaient la campagne européenne, isolait même mouillé, offrait une résistance naturelle à l'eau grâce à la lanoline qu'elle contenait, et pouvait être filée et tissée avec des outils relativement simples. C'était, littéralement, le tissu qui maintenait l'Europe médiévale en vie pendant l'hiver, mais la laine n'arrivait pas prête à porter. Transformer la toison en vêtements était un processus si laborieux qu'il consommait une part substantielle de la vie des femmes médiévales. En effet, les historiens estiment que la production textile était l'une des activités les plus chronophages dans les économies pré-industrielles, exigeant des milliers d'heures par an de chaque foyer. Le processus commençait par la tonte, généralement effectuée à la fin du printemps ou au début de l'été, lorsque le manteau d'hiver du mouton était plein et épais. La toison devait être lavée pour enlever la saleté, les excréments et une partie de la lanoline, bien que les gens du Moyen Âge prenaient soin de ne pas enlever toutes les huiles naturelles, qui contribuaient aux propriétés hydrofuges de la laine. La toison nettoyée était ensuite cardée ou peignée, passée à travers des ensembles d'outils ressemblant à des palettes avec des dents en métal qui redressaient les fibres et enlevaient les débris restants. Puis venait le filage, peut-être l'étape la plus longue de toutes. À l'aide d'un fuseau ou, à la fin du Moyen Âge, d'un rouet, les femmes transformaient les fibres de laine en fil continu. C'était un travail exigeant et répétitif. Des études historiques suggèrent qu'il fallait peut-être 200 heures de filage pour produire assez de fil pour un seul morceau de tissu. Des sources contemporaines mentionnent que les filles commençaient à apprendre à filer vers l'âge de 7 ans et continuaient jusqu'à ce que l'arthrite finisse par paralyser leurs mains à un âge avancé. Le fil filé devait ensuite être tissé en tissu sur un métier à tisser. Les métiers les plus simples étaient des cadres verticaux où des fils lestés pendaient, mais les métiers à pédales horizontaux, qui permettaient un tissage plus rapide, devinrent de plus en plus courants pendant la période médiévale. Malgré tout, le tissage était un travail lent, nécessitant habileté et attention constante. Un morceau de tissu assez grand pour une tunique pouvait prendre des jours ou des semaines à réaliser. Une fois tissé, le tissu subissait souvent le foulage, un processus de battage et de lavage qui feutrait les fibres, créant un tissu plus dense et plus chaud. Le tissu pouvait également être teint à l'aide de colorants à base de plantes, le pastel pour le bleu, la garance pour le rouge, la gaude pour le jaune. Les paysans portaient généralement du tissu non teint, qui conservait la couleur crème ou brune naturelle de la laine. Mais même le vêtement le plus simple nécessitait des jours de travail pour être produit. Les vêtements qui en résultaient étaient simples, mais fonctionnels. Pour les hommes, la tenue de base se composait d'une longue chemise de lin, le lin absorbant la sueur et protégeant la peau, recouverte d'une ou plusieurs tuniques de laine descendant jusqu'aux genoux ou en dessous. Des chausses de laine couvraient les jambes et des chaussures en cuir ou en bois protégeaient les pieds. Un manteau ou une cape de laine offrait une chaleur supplémentaire et une certaine protection contre la pluie. Par temps très froid, plusieurs couches de tuniques pouvaient être portées simultanément, emprisonnant l'air entre elles pour une meilleure isolation. Les vêtements des femmes étaient similaires, une sous-robe en lin, une robe de dessus en laine, un couvre-chef, les femmes mariées gardèrent leurs cheveux couverts, et un manteau de laine pour le travail en extérieur. Les enfants s'habillaient comme des adultes miniatures en tuniques et chausses de laine. La quantité de vêtements en laine qu'une famille possédait était étonnamment substantielle.
Les historiens estiment qu'une famille paysanne typique pouvait posséder jusqu'à 20 livres de vêtements en laine. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Les maisons médiévales, avec leur chauffage inadéquat et leur mauvaise isolation, étaient glacialement froides en hiver. Sans vêtements de laine épais, superposition constante et manteaux protecteurs, la survie aurait été improbable. L'entretien de ces vêtements était une autre tâche sans fin. Les vêtements en laine devaient être lavés périodiquement, constamment raccommodés et protégés des mites qui pouvaient détruire les vêtements d'un hiver en quelques semaines. Les femmes rapiéçaient, reprisaient et renforçaient les points faibles, prolongeant la vie de vêtements qui représentaient des centaines d'heures de travail. Lorsque les vêtements finissaient de paraître trop usés pour être réparés, le tissu lui-même avait encore de la valeur. Il pouvait être découpé pour les vêtements d'enfants, transformé en chiffon pour le nettoyage, ou même déchiqueté et refilé en nouveaux fils. Dans un monde où rien n'était jetable, même les chutes de tissus usés étaient trop précieuses pour être jetées. La production de vêtements d'hiver n'était donc pas quelque chose qui se passait en automne à l'approche de l'hiver. C'était un travail de toute l'année, une tâche de fond constante qui occupait les mains des femmes chaque fois que d'autres travaux ne requéraient pas leur attention. S'asseoir près du feu un soir d'hiver, filer la laine, tisser du tissu pendant les brèves accalmies de l'été dans les travaux des champs, coudre et raccommoder à la faible lueur d'une bougie. C'était le prix de la chaleur, payé en milliers et milliers d'heures de travail. Tout le stockage de nourriture et les vêtements de laine du monde ne sauveraient pas une famille si elle manquait d'une ressource fondamentale, le combustible. L'hiver du paysan médiéval tournait autour du feu. Feu pour la chaleur, feu pour la cuisine, feu pour la lumière pendant les longues soirées sombres. Et entretenir ce feu nécessitait des quantités vraiment stupéfiantes de bois de chauffage. Pour comprendre l'ampleur du défi, considérez les chiffres. Un foyer important pouvait brûler 50 kg de bois dur par jour, simplement pour maintenir les besoins de base en chauffage et en cuisine. Multipliez cela par environ 180 jours de temps froid, et vous arrivez à 9 tonnes de bois de chauffage par hiver. Pour les plus grandes salles, les besoins étaient encore plus extrêmes. Des estimations contemporaines suggèrent qu'une grande salle médiévale pouvait consommer 55 tonnes de bois de chauffage en une seule saison. Même une modeste chaumière paysanne, avec sa pièce unique et son simple foyer, nécessitait de vastes quantités de combustible. Les bâtiments médiévaux, malgré tout leur charme dans l'imagination moderne, étaient misérablement froids selon les normes d'aujourd'hui. Le foyer central, évacuant la fumée par un trou dans le toit, fournissait un peu de chaleur, mais une grande partie montait directement et sortait. Les murs entorchis, bien que mieux isolés qu'on pourrait le croire, laissaient tout de même passer les courants d'air. Les fenêtres, si elles existaient, étaient des ouvertures à volets sans verre. Au cœur de l'hiver, la température à l'intérieur pouvait ne pas être beaucoup plus chaude qu'à l'extérieur, et la seule vraie chaleur venait du fait de se blottir près du feu. Cela signifiait que le feu ne pouvait pas s'éteindre. Couvrir le feu la nuit, disposer soigneusement les braises et les recouvrir de cendres pour qu'elles se consument lentement jusqu'au matin, était une compétence cruciale. Rallumer un feu sans allumette nécessitait soit des braises soigneusement conservées, soit l'utilisation laborieuse de silex et d'acier pour créer des étincelles pouvant enflammer de l'amadou. Un foyer qui laissait son feu s'éteindre complètement faisait face à des heures de travail difficiles pour le rallumer. Les besoins en combustible façonnaient le travail de toute l'année. La collecte de bois de chauffage n'était pas une tâche saisonnière, mais constante. Le bois mort, branches tombées des arbres, arbres morts sur pied, était préféré car il avait déjà séché et brûlerait proprement. Le bois vert, récemment coupé d'arbres vivants, contenait trop d'humidité et fumait terriblement en brûlant, remplissant la chaumière déjà mal ventilée de fumée suffocante. Les paysans exerçaient le droit d'affouage, le droit de ramasser du bois mort dans les forêts et les terres communales. Cela signifiait généralement ramasser les branches tombées et le bois mort plutôt que de couper des arbres vivants qui appartenaient au seigneur. Une personne en bonne condition physique pouvait ramasser 250 kg de branches tombées en une journée de dur labeur, mais cela ne représentait que quelques jours d'approvisionnement pour le foyer. Le travail de collecte, de transport et de traitement du bois de chauffage était considérable. Le bois devait être trouvé, ce qui nécessitait souvent de marcher sur de longues distances dans les forêts. Les plus grosses branches devaient être cassées ou coupées en taille maniable. Tout devait être ramené à la maison. Une tâche non négligeable lorsque le combustible de chaque jour
pouvait peser 50 kg ou plus. Une fois à la maison, le bois devait être empilé et gardé au sec. Le bois de chauffage humide ne brûlerait pas correctement, donc le stockage nécessitait un abri, ou au moins une couverture. Le fardeau économique du combustible pouvait être écrasant. Bien que la collecte de bois mort fût un droit commun, l'investissement en temps était énorme. Pour ceux qui n'avaient pas un accès facile aux forêts, le bois de chauffage devait parfois être acheté, et il n'était pas bon marché. Des archives contemporaines montrent que les coûts du bois de chauffage pouvaient consommer une part importante du revenu du ménage, en particulier dans les villes où l'accès aux terres communales était limité. Pour les couches les plus pauvres de la société, un combustible inadéquat était une véritable menace pour la survie. Le type de bois importait considérablement. Les bois durs comme le chêne, le hêtre et le frêne brûlaient chaudement et longtemps, produisant une bonne chaleur pour la quantité de bois consommé. Les bois tendres comme le pin brûlaient plus vite et produisaient plus de fumée. Les paysans développèrent une connaissance détaillée des différents types de bois et de leurs caractéristiques de combustion. Ils savaient quels arbres produisaient les meilleures braises pour une combustion lente pendant la nuit, quels bois se fendaient facilement, lesquels produisaient des quantités dangereuses de fumée ou d'étincelles. La gestion des bois médiévaux reflétait l'importance cruciale du bois de chauffage. La taille en cépé, une technique où les arbres sont coupés près du sol et laissés à se régénérer à partir de la souche, créait des approvisionnements durables en bois de chauffage. Un arbre taillé en cépé produisait plusieurs tiges droites idéales pour le bois de chauffage et la construction. Ces tiges pouvaient être récoltées selon un cycle de rotation, tous les 7 à 10 ans par exemple, fournissant des approvisionnements réguliers sans tuer l'arbre. Les preuves archéologiques et historiques montrent que les taillis étaient une caractéristique majeure du paysage médiéval, des terres communales soigneusement gérées qui ont servi génération après génération. La maison paysanne elle-même était conçue, pour ainsi dire, autour de l'importance centrale du feu. Le foyer était littéralement le cœur de la maison, le point autour duquel la vie tournait. La cuisine s'y faisait, la chaleur en rayonnait, et le soir, la famille s'y rassemblait pour la lumière et la chaleur. La fumée, bien que désagréable, avait des avantages. Elle aidait à conserver la viande suspendue au chevron, et elle dissuadait les insectes. Mais la fumée était aussi un danger pour la santé. Les chaumières paysannes étaient notoirement fumées, surtout en hiver lorsque les portes et les fenêtres étaient fermées contre le froid. Les maladies respiratoires étaient courantes, les yeux pleuraient, les gorges brûlaient et la fumée constante noircissait les murs et les poumons. Pourtant, l'alternative, une chaleur inadéquate, était pire. L'hypothermie tuait rapidement en hiver. Les maisons enfumées étaient misérables, mais elles étaient survivables. L'architecture des habitations paysannes montrait des adaptations au froid. Les murs entorchis, faits de branches tressées, recouvertes d'un plâtre d'argile, de paille et de fumier, offraient en fait une isolation raisonnable. Les murs épais, souvent d'un pied ou plus de profondeur, emprisonnaient l'air et ralentissaient la perte de chaleur. Les toits de chaume, loin d'être simplement pittoresques, étaient superbes isolants. La paille et les roseaux sont creux, remplis de poches d'air, et une épaisse couche de chaume pouvait être aussi efficace qu'une isolation moderne. Néanmoins, les maisons médiévales étaient froides. Les gens dormaient, blottis les uns contre les autres, pour la chaleur, partageant la chaleur corporelle. Le bétail pouvait être amené dans la maison, leur chaleur corporelle augmentant la température intérieure de quelques précieux degrés. Les familles les plus pauvres pouvaient ne pas avoir de literie adéquate, dormant dans leurs vêtements près des braises du feu. La bataille contre le froid consommait des ressources, du travail et de l'attention tout au long des mois d'hiver. Le bois de chauffage devait être rentré constamment. Le feu devait être entretenu, nourri et ne jamais être laissé mourir. Les courants d'air devaient être bloqués avec tous les matériaux disponibles. Les enfants et les personnes âgées, les plus vulnérables au froid, devaient être protégés. Pour les paysans médiévaux, l'hiver n'était pas une saison de soirées douillettes et de chocolat chaud. C'était une épreuve d'endurance, un siège de plusieurs mois, qui mettait à l'épreuve les préparatifs et l'ingéniosité de la famille. La survie d'une famille paysanne médiévale pendant l'hiver dépendait d'un système complexe de travail domestique avec des tâches spécifiques incombant aux différents membres de la famille en fonction de l'âge et du sexe. Cette division du travail n'était pas arbitraire. Elle reflétait les réalités pratiques de la vie médiévale
et les compétences complémentaires requises pour maintenir un foyer fonctionnel. Le mariage paysan médiéval était fondamentalement un partenariat économique. Mari et femme apportaient en chacun des compétences spécialisées et des domaines de travail qui, ensemble, rendaient la survie possible. Aucun ne pouvait facilement fonctionner sans l'autre, et la mort d'un conjoint signifiait souvent un remariage rapide par pure nécessité. Le travail des hommes était principalement centré sur le travail des champs et les activités nécessitant une force physique importante. Le labour, fondement de l'année agricole, était le travail des hommes, en partie parce qu'il nécessitait de gérer les bœufs ou les chevaux qui tirèrent la charrue. Le travail de la moisson, bien qu'il impliquât toute la famille, reposait fortement sur les hommes pour le travail physiquement exigeant de la récolte du grain à la faucille ou à la faux. L'entretien des outils agricoles, la construction et la réparation des structures, la coupe de gros bois et la gestion du gros bétail relevaient tous du domaine des hommes. Mais les hommes participaient également à la production alimentaire au-delà des cultures des champs. L'abattage des animaux était généralement le travail des hommes, tout comme le dépeçage des carcasses. Les hommes pouvaient pêcher lorsque les droits de pêche étaient disponibles. Dans les foyers qui gardèrent des abeilles, les hommes géraient souvent les ruches, récoltant le précieux miel, qui servait à la fois d'édulcorant et de conservateur. Le travail des femmes était tout aussi essentiel, mais plus varié et continu. Elles portaient de la responsabilité des tâches quotidiennes sans fin qui maintenaient le foyer en état de marche, la préparation des aliments, cuisiner le potage qui mijotait constamment sur le foyer, faire le pain, conserver les aliments pour l'hiver, était le travail des femmes. La production laitière, de la traite des vaches à la fabrication du fromage et du beurre, incombait aux femmes. Elles brassaient la bière du foyer, une tâche continue qui pouvait occuper plusieurs jours chaque semaine ou toutes les 2 semaines. Mais la tâche la plus chronophage de toutes pour les femmes était peut-être la production textile, filer la laine, tisser le tissu, coudre les vêtements, raccommoder les habits. Ces activités consommaient des milliers d'heures par an. Les femmes filaient assises près du feu le soir, en surveillant les enfants, en marchant entre 2 tâches. Le rouet ou le fuseau était un compagnon constant. Ce n'était pas un travail occasionnel, mais une nécessité quotidienne qui durait de l'enfance à la vieillesse. Les femmes s'occupaient également du jardin potager, une parcelle près de la maison où poussaient des légumes, des herbes et parfois des arbres fruitiers. Ce jardin apportait une variété cruciale au régime alimentaire. Oignons, choux, poireaux, herbes pour la cuisine et la médecine. Les femmes savaient quelles plantes pouvaient être cueillies à l'état sauvage, quelles herbes traitaient les maux courants, quelles baies étaient comestibles. L'éducation des enfants incombait principalement aux femmes, mais dans les foyers paysans, ce n'était pas une occupation à plein temps comme cela pouvait l'être pour les familles plus riches. On attendait des enfants qu'ils aident aux travaux ménagers, dès qu'ils en étaient si capables, généralement vers l'âge de 5 ou 6 ans. Les jeunes enfants pouvaient ramasser du bois de chauffage, ramasser les œufs, garder les oies ou effectuer d'autres tâches simples. En grandissant, ils apprenaient des compétences plus complexes en travaillant aux côtés de leurs parents. Les filles apprenaient le travail des femmes de leur mère. Elles commençaient par aider à des tâches simples, cardèrent la laine, ramassaient les œufs, désherbaient les jardins et prenaient progressivement des responsabilités plus complexes. Au début de leur adolescence, les filles étaient compétentes en filage, en cuisine de base, en travail laitier et dans les autres tâches dont elles auraient ni besoin en tant que femmes adultes. Les garçons apprenaient de même de leur père. Ils aidaient dans les champs, apprenaient à gérer les animaux, s'exerçaient avec les outils qu'ils utiliseraient en tant qu'adultes. À l'adolescence, on attendait des garçons qu'ils contribuent substantiellement aux travaux pénibles, travaillant aux côtés de leur père au labour, à la récolte et à toutes les tâches de la vie agricole. L'hiver changeait le rythme du travail domestique, mais ne le diminuait pas. Le travail des champs étant impossible, l'attention se tournait vers les tâches intérieures et la préparation de l'année agricole à venir. Les hommes réparaient les outils, construisaient ou raccommodaient les clôtures, entretenaient les bâtiments et traitaient le bois pour le combustible. Ils pouvaient passer des journées d'hiver dans la forêt, à couper du bois ou à gérer des parcelles de taillis. Dans les communautés avec des spécialisations artisanales, l'hiver offrait du temps pour la menuiserie, la forge ou d'autres métiers qualifiés. Le travail d'hiver des femmes se poursuivait à peu près comme avant: cuisine, filage, tissage, brassage.
L'hiver intensifiait en fait certains travaux textiles, car les longues soirées offraient du temps pour le tissage que le rythme effréné de la saison des moissons ne permettait pas. Les femmes fabriquaient et raccommodaient également les vêtements, rapiéçaient le linge de maison et produisaient les articles qui seraient nécessaires pour l'année à venir. Les descriptions contemporaines de la vie paysanne soulignent le cycle de travail sans fin des femmes. Se réveiller la nuit pour bercer les berceaux, s'occuper du feu, préparer la nourriture, filer, tisser, laver. Les personnes âgées et les infirmes contribuaient comme ils le pouvaient. Une vieille femme trop arthritique pour les travaux lourds pouvait encore filer, garder les enfants ou préparer la nourriture. Un vieil homme pouvait réparer des outils ou tresser des paniers. Dans les foyers fonctionnant à la limite de la subsistance, chaque parcelle de travail contribuait à la survie. Ce système de travail domestique était efficace, mais totalement exigeant. Il n'y avait pas de loisirs, pas de retraite, très peu de temps pour le repos. De l'enfance à la mort, chaque personne contribuait avec le travail qu'elle pouvait fournir. Le travail était sans fin, le rythme épuisant. Et pourtant, c'est ainsi que les paysans médiévaux assuraient-ils leur provision d'hiver, non pas par un effort héroïque unique, mais par l'accumulation constante et harassante de travail, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Le partenariat entre mari et femme n'était donc pas romantique, mais impitoyablement pratique. Chacun avait besoin des compétences de l'autre. Un veuf avec de jeunes enfants faisait face au désastre s'il ne se remariait pas rapidement, car il ne pouvait pas effectuer le filage, le tissage, la cuisine et la garde des enfants tout en gérant les champs. Une veuve pouvait avoir encore plus de difficultés, car elle ne pouvait généralement pas labourer et pouvait manquer de la force physique pour les lourds travaux de récolte. Le foyer en tant qu'unité économique nécessitait les contributions des deux partenaires. Cette réalité a façonné la société médiévale de manière profonde. Le mariage était presque universel parce qu'il était presque nécessaire. Les gens se remariaient rapidement après la mort d'un conjoint. Les rôles de genre étaient nettement définis parce que la survie dépendait de la pratique compétente des deux ensembles de compétences. La famille n'était pas principalement une unité émotionnelle, mais une unité économique, un mécanisme de survie dans un monde hostile. La vie paysanne médiévale se déroulait non seulement selon le calendrier agricole, mais aussi dans le cadre du calendrier religieux chrétien. Ces deux calendriers s'entremêlaient, les fêtes religieuses marquant des moments clés de l'année agricole et structurant la course désespérée à la préparation de l'hiver. La fête de Lammas, le 1er août, marquait le début de la saison des moissons. Le nom lui-même dérivait de Loaf Mass, messe du pain, une célébration des premières récoltes de blé de la saison. Les paysans apportaient à l'église des pains faits avec le nouveau grain pour qu'ils soient bénis, offrant des remerciements pour la récolte et priant pour son achèvement réussi. La masse représentait à la fois la célébration et l'anxiété. Célébration pour le grain qui avait mûri, anxiété face au travail urgent qui s'annonçait. La Saint-Michel, fête de l'archange Saint-Michel, le 29 septembre, marquait la fin cérémonielle de la récolte et de l'année agricole. À la Saint-Michel, la plupart du grain devait avoir été rentré, bien que le travail se poursuivît avec le battage et le stockage. La fête revêtait une importance particulière en tant que jour de terme, l'un des 4 jours où les loyers étaient dus et où les contrats commençaient ou se terminaient. C'est à la Saint-Michel que les paysans payaient leur loyer annuel à leur seigneur, souvent sous forme de produits agricoles de la récolte qui venait de s'achever. Mais de toutes les fêtes d'automne, la Saint-Martin, le 11 novembre, avait le lien le plus direct avec la préparation de l'hiver. Comme nous l'avons vu, c'était la date traditionnelle du grand abattage d'automne du bétail. La fête de Saint-Martin marquait donc un moment à la fois d'abondance et d'anxiété. Abondance parce que la viande fraîche était brièvement abondante. Anxiété parce que l'abattage lui-même signalait l'approche de l'hiver et les longs mois de pénurie à venir. Le seigneur du manoir offrait souvent un festin à ses paysans à la fin de la récolte, une célébration appelée « Harvest Home ». Après des semaines de travail brutal, le grain étant rentré en toute sécurité, la communauté se rassemblait pour un repas fourni par le seigneur. Il y avait de la viande fraîche, du pain fait avec le nouveau grain, de la bière et peut-être un peu de répit après le travail constant. Les vilains étaient convoqués à la cour du seigneur pour chanter la fin de la moisson, un rituel reconnaissant l'achèvement de la récolte et l'accomplissement de leurs obligations de travail. Ces festins servaient plusieurs objectifs au-delà de la simple célébration.
Il renforçait la hiérarchie sociale, le seigneur démontrant sa générosité et les paysans reconnaissant leur statut de dépendants. Mais ils offraient aussi un véritable soulagement de la pénurie habituelle, une rare occasion pour les paysans de bien manger et de profiter d'une célébration communautaire. Dans la pauvreté écrasante de la vie paysanne médiévale, ces jours de fête étaient les temps forts de l'année. Le calendrier religieux imposait également des restrictions qui façonnaient la préparation de la nourriture pour l'hiver. Le vendredi était toujours un jour de jeûne, et de nombreux chrétiens observaient également le mercredi et le samedi comme jours de jeûne. Pendant ces jeûnes, la viande et souvent tous les produits d'origine animale, y compris les produits laitiers, étaient interdits. Le carême, les 40 jours avant Pâques, apportait un jeûne encore plus strict. Au total, les chrétiens médiévaux pouvaient observer des jours de jeûne pendant près de la moitié de l'année. Cette exigence de jeûne avait de profondes implications pour la préparation de la nourriture pour l'hiver. Le poisson, autorisé pendant les jeûnes, devenait crucial. Les harengs salés, la morue séchée et d'autres poissons conservés devaient être stockés aussi soigneusement que la viande conservée. Les immenses pêcheries de harengs de la Baltique et de la mer du Nord existaient en grande partie pour répondre à cette demande. Les barils de harengs salés devinrent un élément standard des réserves d'hiver, en particulier pour la saison du carême. La quantité de poissons conservés qu'un foyer pouvait se permettre reflétait son statut économique. Le hareng, abondant et relativement bon marché, était le poisson des pauvres. Des sources contemporaines décrivent des moines et des paysans se lassant copieusement des harengs sans fin pendant le carême, son goût salé et de poisson devenant synonyme de privation. Mais même cette nourriture monotone valait mieux que la famine. Le calendrier religieux façonnait également la coopération communautaire. L'Église médiévale mettait l'accent sur la charité et le soutien mutuel. Bien que la réalité fût souvent loin de l'idéal, il existait de véritables mécanismes d'aide communautaire. Les monastères et les églises maintenaient souvent des aumônes pour les pauvres, distribuant de la nourriture en période de difficultés particulières. Les paysans plus riches pouvaient aider leurs voisins plus pauvres, sachant que la fortune pouvait facilement tourner et qu'ils pourraient avoir besoin d'une aide similaire. Le système agricole de l'open field nécessitait une coopération étendue. Les parcelles des paysans étaient dispersées dans les champs du village et de nombreuses tâches agricoles, labour, récolte, gestion du bétail sur les pâturages communs, nécessitaient une coordination. Cette coopération forcée créait des liens d'obligation mutuelle. Une famille qui ne parvenait pas à se préparer adéquatement pour l'hiver pouvait recevoir de l'aide de ses voisins, bien que cette aide s'accompagnât d'attentes de réciprocité et du jugement de la communauté. Lors de véritables famines, les systèmes de soutien communautaire pouvaient y faire la différence entre la survie et la mort. Les villages pouvaient mettre en commun leurs ressources, partager la nourriture restante et soutenir les membres les plus vulnérables. Les personnes âgées, les orphelins, les veuves et les malades pouvaient recevoir une aide communautaire, mais ces systèmes avaient des limites strictes. Lorsque les ressources étaient vraiment rares, lorsque la famine frappait, les communautés pouvaient se replier sur elles-mêmes, et le faisaient, donnant la priorité à la survie de leur propre famille plutôt qu'au soutien de leurs voisins. L'accent théologique de l'Église sur la nature transitoire de la vie terrestre et l'importance de l'au-delà offrait un certain réconfort psychologique face à la pauvreté écrasante et à la faim constante. Les fêtes des saints offraient des moments de célébration. L'observance religieuse structurait le temps et donnait un sens à la souffrance. Que ce fût principalement un outil cynique de contrôle social ou un véritable réconfort variait probablement selon l'individu et les circonstances. Pour de nombreux paysans, la foi religieuse faisait simplement partie du tissu de l'existence, aussi admise que le calendrier agricole lui-même. Les calendriers religieux et agricoles créaient ensemble un rythme à la vie paysanne médiévale. La préparation à l'hiver n'était pas un événement unique, mais une série de tâches, chacune associée à des dates et des fêtes particulières. La Masse signifiait le début de la récolte. La Saint-Michel signifiait la fin de la récolte et l'échéance des loyers. La Saint-Martin signifiait l'abattage du bétail. L'Avent et le Carême signifiaient jeûner et compter sur le poisson conservé. Cette structure fournissait un cadre pour le travail complexe de la survie, décomposant la tâche écrasante de la préparation à l'hiver en une série d'étapes gérables, chacune marquée par une observance religieuse. Toute la préparation du monde, toute la viande conservée et le grain stocké,
toutes les ressources soigneusement gérées ne pouvaient se garantir la survie. Les paysans médiévaux vivaient constamment au bord du désastre, et parfois ils tombaient de ce bord. La fin de l'hiver et le début du printemps amenaient ce qu'on appelait par euphémisme la soudure, ces semaines désespérées où les réserves d'hiver s'épuisaient, mais où les nouvelles cultures n'avaient pas encore poussé. Même dans les bonnes années, cette période signifiait se serrer la ceinture et rationner soigneusement la nourriture. Les légumes stockés en automne germaient et devenaient mous, leur qualité dégradée. Les réserves de grains s'amenuisaient. La viande conservée devenait rance ou était entièrement consommée. Les familles mangeaient les aliments les plus grossiers, étirant les provisions aussi loin que possible, comptant les jours jusqu'à ce que les premières verdures de printemps puissent être cueillies ou que les premières cultures puissent être récoltées. Dans les mauvaises années, la soudure devenait une période de véritable famine. Si la récolte précédente avait été mauvaise, si l'hiver avait été particulièrement long et froid, si la conservation avait échoué, les familles pouvaient tout simplement manquer de nourriture. Elles recouraient à des mesures de plus en plus désespérées. Manger les semences qui auraient dû être gardées pour les plantations, consommer de la nourriture qui s'était gâtée, chercher n'importe quoi de vaguement comestible. Les sources historiques rapportent que les gens mangèrent des glands, des fougères et même de l'écorce d'arbres lorsque la famine frappait. Ces aliments n'étaient si pas nutritifs et causaient souvent des problèmes digestifs, mais ils remplissaient l'estomac et pouvaient maintenir une personne en vie quelques jours de plus. L'alternative était de regarder les membres de sa famille mourir de faim. Les parents se privaient de nourriture pour nourrir leurs enfants, et parfois cela ne suffisait pas. La mortalité infantile, déjà terriblement élevée selon les normes modernes, grimpait en flèche pendant les famines. Les personnes âgées, qui contribuaient moins au travail et consommaient de précieuses ressources, mouraient en nombre disproportionné. Mais les mauvaises récoltes périodiques et les soudures annuelles n'étaient que le contexte chronique de la vie médiévale. Parfois, des famines véritablement catastrophiques frappaient, et lorsqu'elles le faisaient, le nombre de morts était stupéfiant. La grande famine de 1315 à 1317 reste peut-être la pire crise de subsistance que l'Europe médiévale ait connue. Ces causes résidaient dans le changement climatique, non pas le réchauffement progressif auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, mais un changement climatique dans la direction opposée. L'Europe avait bénéficié de l'optimum climatique médiéval, plusieurs siècles de temps relativement chauds et stables qui avaient permis à l'agriculture de prospérer et à la population de croître. Mais au début du XIVe siècle, cette période a pris fin. Le climat s'est refroidi, inaugurant ce qui serait plus tard appelé le petit âge glaciaire. La grande famine a commencé avec la météo. Au printemps 1315, des pluies exceptionnellement fortes ont commencé à tomber sur une grande partie de l'Europe. Le printemps a fait place à l'été, mais la pluie a continué. La température s'est restée fraîche. Le grain ne pouvait pas mûrir correctement dans les conditions froides et humides. Lorsque les paysans ont essayé de récolter ce qu'ils pouvaient, une grande partie de la récolte a été ruinée par la pluie ou la pourriture. La récolte de 1315 fut catastrophiquement mauvaise, mais le mauvais temps a continué. Le printemps 1316 a apporté plus de pluie. Encore une fois, les récoltes ont échoué. L'Europe a fait face à une deuxième récolte désastreuse consécutive. Les prix des céréales ont grimpé en flèche. Dans certaines régions, les prix du blé ont augmenté de 320%, mettant le pain complètement hors de portée des familles pauvres. Les semences ont été mangées par désespoir, ce qui signifiait qu'encore moins seraient plantés pour l'année suivante. La période de 1314 à 1316 s'est avérée être le 5e intervalle de 3 ans le plus humide en Europe entre 1300 et 2012. Le moment était particulièrement dévastateur, car la population européenne avait atteint les limites que l'agriculture médiévale pouvait supporter. Il n'y avait pas de réserve, pas de coussin de sécurité. Lorsque les récoltes ont échoué, des millions de personnes ont été confrontées à la famine. Le nombre de morts fut horrible. Les historiens estiment qu'entre 10 et 25% de la population de nombreuses villes et villages sont morts. Les zones rurales ont souffert de la même manière. La mortalité globale à travers l'Europe pourrait avoir atteint 15 à 20%. Les chroniques contemporaines décrivent des scènes qui choquent même à travers les siècles. Des morts massives par famine, des maladies qui ont ravagé des populations affaiblies par la faim, un effondrement social et des actes de violence désespérés.
Certaines chroniques rapportent des cas de cannibalisme et d'infanticide, des affirmations qui peuvent être exagérées, mais qui reflètent l'horreur réelle de la période. La famine a touché tous les niveaux de la société, mais les paysans, qui représentaient environ 95% de la population et qui n'avaient pas de réserves alimentaires, ont le plus souffert. Contrairement aux nobles ou aux riches marchands qui pouvaient dire se permettre d'importer du grain de régions moins touchées ou qui avaient stocké des provisions, les paysans n'avaient rien sur quoi se rabattre. Lorsque leurs réserves s'épuisaient, ils moururent de faim. La grande famine a finalement pris fin avec la meilleure récolte de 1317, bien que l'Europe ne se soit pas complètement rétablie avant le début des années 1320. La crise a laissé de profondes cicatrices. Elle a révélé la vulnérabilité des systèmes agricoles médiévaux, montré à quelle vitesse l'ordre pouvait s'effondrer, et rappelé à tous leur existence précaire. Mais même en mettant de côté les famines catastrophiques, comme celle de 1315-1317, les paysans médiévaux faisaient face à une malnutrition constante et à une faim périodique. Des études de restes squelettiques révélaient des preuves de malnutrition infantile, d'interruption de croissance et de carence en vitamines. Les taux de mortalité étaient horribles, surtout pour les jeunes. L'espérance de vie à la naissance n'était en moyenne que de 30 à 35 ans. Mais cette statistique cache une réalité cruciale. La mortalité infantile et juvénile était catastrophiquement élevée, avec 30 à 40% des enfants mourant avant leur 5e anniversaire. Ces décès précoces tiraient de la moyenne vers le bas. Pour ceux qui avaient de la chance de survivre à l'enfance et d'atteindre la mi-vingtaine, les perspectives s'amélioraient considérablement. Ils pouvaient raisonnablement s'attendre à vivre jusqu'à la cinquantaine, la soixantaine, voire la soixante-dizaine. Une étude a révélé que 36% des hommes et 56% des femmes dans les zones urbaines mouraient avant l'âge de 35 ans et seulement 9% vivaient au-delà de 60 ans, illustrant à la fois le tribut de l'accouchement sur les femmes et la dureté générale de la vie médiévale. Les taux de mortalité atteignaient leur pic en hiver et au début du printemps. Le froid augmentait les besoins caloriques du corps, exactement au moment où la nourriture était la plus rare. Les maladies respiratoires prospéraient dans les conditions enfumées et surpeuplées des chaumières paysannes. Des maladies comme la dysenterie se propagèrent dans les communautés avec un assainissement inadéquat. La combinaison du froid, de la faim et de la maladie était souvent fatale, en particulier pour les enfants et les personnes âgées. Lorsque les historiens décrivent la vie médiévale comme sale, brutale et courte, ils ne font pas preuve de condescendance moderne. Ils reconnaissent une dure vérité. Les paysans médiévaux vivaient au bord du désastre, et beaucoup tombaient de ce bord. Les systèmes élaborés de préparation à l'hiver, les aliments conservés, le grain stocké, le bois de chauffage soigneusement accumulé, n'étaient pas des luxes ou des détails historiques intéressants. Ils étaient la mince ligne entre la survie et la mort, et parfois, malgré toutes les connaissances accumulées au fil des générations, malgré tout le travail investi dans la préparation, la ligne ne tenait pas. L'hiver était trop froid, la récolte trop pauvre, les ressources insuffisantes, et les gens mouraient. Pas occasionnellement, mais régulièrement. Pas comme une tragédie exceptionnelle, mais comme une partie sombre et attendue de la vie. C'est dans ce contexte que la préparation à l'hiver des paysans médiévaux doit être comprise. Ils n'étaient pas de pittoresques personnages historiques, engagés dans de charmantes pratiques traditionnelles. C'étaient des gens qui luttaient pour leur survie, utilisant tous les outils et techniques à leur disposition, et perdant encore souvent le combat. La question de savoir comment les paysans médiévaux assuraient leurs provisions pour l'hiver révèle un monde d'une complexité étonnante, caché derrière ce que nous pourrions qualifier, avec dédain, de simple vie paysanne. Il n'y avait rien de simple là-dedans. Considérez ce que nous avons découvert, un calendrier agricole calibré pour maximiser chaque jour de croissance, de multiples techniques de conservation, chacune adaptée à différents aliments, chacune nécessitant des connaissances et un équipement spécifique. L'abattage calculé du bétail en fonction des réserves de fourrage et de la capacité de conservation de la viande. Des systèmes sophistiqués de gestion forestière assurant des approvisionnements durables en bois de chauffage et en nourriture, des infrastructures de stockage exploitant les températures constantes de la terre, la production interconnectée de pain, de bière et de produits laitiers,
les milliers d'heures de travail investies dans la production textile, les énormes besoins en combustible et le travail pour y répondre, la division du travail par sexe soigneusement structurée, garantissant que toutes les tâches nécessaires étaient accomplies, le calendrier religieux fournissant à la fois une structure et un soutien communautaire. Chacun de ces éléments était en soi un système complexe, affiné au fil des générations, transmis par tradition orale et par l'exemple pratique. Ensemble, ils formaient un réseau complexe de pratiques, de connaissances et de travail qui permettait aux communautés de survivre dans des conditions que nous trouverions intolérables. Et pourtant, malgré toute cette sophistication, la survie n'était jamais garantie. La soudure arrivait chaque printemps. La famine frappait périodiquement. Les enfants mouraient en nombre effroyable. L'espérance de vie était désespérément basse. Toute la préparation du monde ne pouvait éliminer le risque, seulement le réduire. De notre perspective moderne, avec nos réfrigérateurs et nos supermarchés, nos chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales et nos thermostats, il est difficile de comprendre pleinement la réalité du paysan médiéval. Lorsque nous augmentons le chauffage, nous ne pensons pas aux tonnes de combustible que cela aurait nécessité. Lorsque nous achetons du pain, nous ne pensons pas aux heures de mouture et de cuisson que chaque miche représente. Lorsque nous survivons à l'hiver, nous n'avons pas le sentiment d'avoir accompli quelque chose de remarquable. Mais pour les paysans médiévaux, survivre à l'hiver était remarquable. C'était le défi déterminant de l'année, l'épreuve qui devait être passée à plusieurs reprises tout au long d'une vie. Et il la passait non pas par un héroïsme individuel, mais par des connaissances accumulées, la coopération communautaire, un travail sans fin et, il faut le dire, la chance. Que pouvons-nous apprendre de leur exemple ? Peut-être pourrions-nous apprécier la sécurité que nous tenons souvent pour acquise. Peut-être pourrions-nous reconnaître la résilience et l'ingéniosité de nos ancêtres qui ont fait face à des conditions que nous pouvons à peine imaginer et qui ont néanmoins persisté. Peut-être pourrions-nous voir que la durabilité n'est pas d'une invention moderne, mais une nécessité ancienne. Les paysans médiévaux devaient vivre avec leurs ressources parce qu'ils n'avaient pas le choix, et ils ont développé des systèmes qui ont duré des siècles. Ou peut-être gagnons-nous simplement en perspective. Nos problèmes sont réels, nos défis importants, mais nous ne faisons pas face à la soudure. Nous ne regardons pas nos enfants mourir de faim. Nous ne passons pas la moitié de notre vie à produire de la nourriture et des vêtements pour nous-mêmes. Malgré tous nos problèmes modernes, nous avons échappé au cauchemar particulier qui hantait chaque hiver médiéval. J'espère que cette exploration de la préparation à l'hiver au Moyen Âge vous a donné une appréciation plus profonde de l'ingéniosité et de la détermination de nos ancêtres et peut-être aussi une gratitude plus profonde pour l'abondance dont nous jouissons. Si vous avez trouvé ce voyage dans le passé médiéval instructif, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec d'autres personnes qu'elle pourrait intéresser et à vous abonner pour plus d'exploration historique. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux du passé. Il a beaucoup à nous apprendre sur le présent.